Les nouveautés AWS au 22 décembre 2023, j'en ai compté 96 depuis le 15 décembre et j'en ai retenu 8 pour cette dernière semaine de l'année. 8 qui sont d'intérêt pour les développeurs, les builders que vous êtes. Dans cet épisode, nous parlons de CloudWatch et de Lambda, de Cognito, de Code Catalyst, de réplication de système de fichiers ZFS, de la console mobile sur iPhone également, et puis nous terminerons avec du DNS sur HTTPS et d'une nouvelle région AWS au Canada. C'est déjà le dernier épisode de l'année 2023, 52e semaine, dernier épisode de l'année, un épisode que vous retrouvez comme d'habitude, mais vous le savez si vous êtes en train d'écouter cela, ou peut-être pas, tiens, si vous écoutez sur le web, vous pouvez également nous télécharger dans toutes les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude à dire. Alors c'est quoi les bonnes ? C'est celles qui ont le podcast AWS en français, entre autres évidemment Amazon Music, Deezer, Spotify, Google Podcast, et Apple Podcast. C'est là qu'il y a le plus de downloads d'ailleurs sur les différentes plateformes de podcast. Après le web, vous êtes encore nombreux à nous écouter sur la page web. Merci de nous mettre entre vos deux oreilles, même pendant cette période de vacances et de fin d'année. Un podcast qui est enregistré un tout petit peu plus tard que d'habitude, le samedi 30 décembre, au lieu du vendredi 29 comme d'habitude. Mais voilà, j'aime à imaginer que vous écouterez ce podcast en préparant votre dîner de réveillon ou en vous reposant le 1er janvier par exemple, avant de reprendre le boulot. Les nouveautés ont continué la dernière semaine de l'année chez AWS. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'en ai compté une petite centaine et j'en ai accroché 8 pour cet épisode-ci. Il y en a beaucoup qui sont des extensions régionales. Cette semaine, c'est tel service est disponible dans telle nouvelle région, etc. Alors ça peut être important évidemment, mais j'ai pas le temps de tous les passer en revue toutes les semaines et je me concentre, comme vous le savez, sur les nouveautés qui concernent les builders, les gens qui ont les mains sur la console et sur le clavier, qui font des choses, qui codent, des DevOps, des Ops, des ingénieurs data par exemple. Et je commente avec les devs, avec ce service qui s'appelle Amazon Code Catalyst. Vous savez, il y a eu un épisode, je crois que c'était au mois d'avril, sur ce nouveau service qui permet très facilement de créer des environnements de développement avec des chaînes d'intégration continue, avec des environnements de développement dans le cloud également. Eh bien, ce nouveau service a deux nouveautés depuis le 20 décembre. Le premier, c'est que les environnements de dev que vous créez sur Code Catalyst peuvent maintenant être connectés à un VPC, et donc ils peuvent accéder à des ressources VPC privées comme des bases de données ou des fonctions lambda dans des VPC privés par exemple. Et puis ils supportent SSH également, ce qui vous permet de connecter des IDE qui sont pas nécessairement supportés par Code Catalyst, ce qui vous permet aussi de simplifier des transferts de fichiers. Avant de vous vouliez passer par S3, vous savez, depuis votre laptop vous envoyez sur S3 et puis de l'environnement Code Catalyst récupéré depuis S3 ou un autre service de partage, maintenant vous pouvez directement faire un SSH sur vos environnements de dev dans Code Catalyst. Donc si vous utilisez Code Catalyst, la mise à disposition des environnements de dev dans les VPC privés et le support de SSH. Une nouveauté qui concerne Amazon CloudWatch, et je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé plus tôt. Ça fait des années que vous étiez en train de demander cette possibilité dans Amazon CloudWatch. CloudWatch, vous le savez, c'est ce service entièrement monitoré qui vous permet de monitorer vos données, de collecter vos données, de générer des alarmes notamment, et de déclencher des traitements quand des alarmes arrivent. Alors à la base, il y a plusieurs années, le traitement essentiel, c'était de pouvoir générer un événement d'autoscaling, par exemple, d'une flotte d'instances pour ajouter des instances ou terminer des instances en fonction de vos besoins. Depuis longtemps, CloudWatch peut également poster des messages sur SQS, SNS. Et bien maintenant, CloudWatch, les alarmes CloudWatch peuvent déclencher une fonction lambda. Ouais, ça veut dire que quand l'alarme change d'état, donc qu'elle passe du mode non-alarme au mode alarme ou vice-versa, bien vous pouvez définir une fonction lambda qui va être appelée et donc ainsi définir des traitements pour réagir à cette alarme enfin. Et dans la même veine, quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs années, c'est Amazon Cognito User Pool. Vous savez, c'est la partie de Cognito c'est un identity provider. Ça vous permet de définir des identités, des groupes, de définir des flows de login pour vos applications. Vous intégrez extrêmement simplement. C'est un provider qui est OAuth 2.0 compliant, qui intègre également un client pour être fédéré avec des logins with Google, with Apple, with Facebook, etc. Bref.
Cognito User Pool supporte maintenant la possibilité de personnaliser les access tokens. Et là aussi, je lève les bras, je dis ouais, ça fait très longtemps que les développeurs demandaient ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que votre utilisateur est authentifié sur Cognito User Pool, il retourne 2 tokens GWT, un Identity Token et un Access Token. Typiquement, dans un Access Token, c'est là que vous allez mettre des claims en termes GWT, donc c'est là que vous allez pouvoir mettre le scope finalement, ce à quoi vous autorisez l'utilisateur qui s'est authentifié. Il est autorisé à lire ceci, à écrire cela, etc. Donc ça se fait sous la forme de scope et de claim dans l'aspect JWT-O2. Et jusqu'à présent, vous ne pouviez pas customiser ces claims. Et bien maintenant, vous pouvez le faire. Comment ça marche? Vous devez activer le mode Advanced Security dans Cognito User Pool. Vous devez définir une fonction lambda qui va être appelée avant de générer les tokens. La fonction va recevoir en paramètre les tokens tels que Cognito souhaite les générer. Et vous répondez avec la même chose, plus votre réponse à vous. Et donc, dans la fonction lambda, ça vous permet de rajouter des claims, de rajouter des scopes, ou éventuellement d'en effacer également, de supprimer, de nettoyer ce qui n'est pas nécessaire. Bref, vous pouvez entièrement customiser les claims et les scopes juste avant de créer le token d'accès, le jeton d'accès qui va, lui, être retourné à votre utilisateur. Si vous utilisez la console mobile et spécifiquement sur iPhone, mettez à jour la dernière version parce qu'elle a eu un revamp, elle a eu une grosse mise à jour. Alors déjà qu'il y avait Amazon Q dedans depuis quelques semaines, donc je peux poser des questions à Amazon Q dans la console. Il y a Cloud Shell également, donc si vous avez besoin d'un terminal Linux rapidement quand vous êtes sur votre iPhone en rue, eh bien vous pouvez accéder à Cloud Shell depuis l'application iPhone. Et puis traditionnellement, elle n'avait que 2-3 services, EC2, RDS, S3. Maintenant, elle a une palanquée de services, enfin 10-15 services à vue de nez. Je démarre la console. Elle s'authentifie avec Face ID après avoir rentré la première fois évidemment son password et son one-time password. Donc ça c'est bien aussi. Et puis dans les services, on en trouve C2, je vous l'ai dit, RDS, DynamoDB, ECS, CloudWatch, CloudTrail, CloudShell, CloudFormation, API Gateway, Elastic Beanstalk, Health, IAM, Lambda, OpsWork, RDS, Route 53, S3, SQS et les VPC. Attention, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de la console web, c'est essentiellement pour la consultation des actions rapides. Vous pouvez faire un start, stop, terminer d'une instance C2 par exemple, mais vous pouvez pas en créer une nouvelle. C'est pas typiquement le genre de choses qu'on a besoin de faire sur son téléphone, c'est plutôt pour des consultations rapides, de métriques, un redémarrage rapide d'un service, enfin d'une instance C2 par exemple. Ça c'est plutôt les cas d'utilisation qui sont supportés. Sur l'écran d'accueil, il y a aussi un peu le dashboard, le même que sur la console web où on voit ses alarmes CloudWatch, on voit son statut d'AWS Health, on voit sa facture prévue pour la fin du mois et on peut customiser et voir les détails également. Donc c'est super pratique. Parfois il y a même des liens qui ramènent sur la console web en single sign-on, donc on est redirigé sur la console web pour une expérience plus complète sans devoir se réauthentifier. C'est très pratique. Si vous avez un compte AWS, vous installez la console AWS pour votre iPhone. ZFS, c'est un système de fichiers ultra performant. Je ne vais pas faire la pub de ZFS ici, mais il est supporté en service entièrement managé par Amazon FSx pour OpenZFS. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est la capacité de répliquer un snapshot. Donc un snapshot, c'est une copie binaire au niveau de bloc de votre fichier. Donc c'est l'état de votre file system à un moment donné. Les snapshots sont incrémentaux, un peu comme les snapshots de BS également. Donc chaque snapshot ne contient que le delta par rapport au snapshot précédent, et vous pouvez envoyer un snapshot d'un file system à un autre et récupérer un file system à partir d'un snapshot, ce qui est très rapide, plus rapide qu'un backup, puisqu'il ne faut pas traverser toute la hiérarchie de fichiers par exemple, ça se joue au niveau des blocs du file system. Et bien maintenant les snapshots ZFS que vous prenez sur Amazon FSx, vous pouvez les envoyer sur un autre compte ou dans une autre région, et c'est super pratique pour faire du scaloid par exemple. Imaginez des groupes de gens d'état par exemple qui doivent travailler sur le même dataset. Vous pouvez les partager entre des comptes AWS ou des régions AWS différentes. Vous pouvez également... c'est quoi d'autres cas d'utilisation? Ah oui,
oui, c'est la compliance. Imaginez que vous deviez avoir un backup donc dans un autre compte, dans une autre région, avoir un disaster recovery, donc un environnement où vous êtes capable de repartir avec des données de prod très rapidement. Eh bien, le fait de transférer vos snapshots dans une autre région ou un autre compte vous permet d'avoir ces environnements au chaud, prêts à redémarrer et ainsi diminuer votre temps moyen de redémarrage. Donc si vous utilisez OpenZFS, vous pouvez considérer maintenant la replication des snapshots à la demande entre des régions ou des comptes AWS différents. Le DNS, cette pièce indispensable de l'infrastructure Internet mondiale qui vous permet de résoudre donc des noms de domaine en adresse IP V4 ou V6. DNS conçu dans les années 80, pas très sécurisé, facilement spoofable, j'ai pas d'autre nom en français, excusez-moi si vous m'écoutez au Canada notamment, mais donc qu'il est facile de berner en donnant des fausses réponses, et vos fournisseurs internet font ça pour certains sites web. De Pirate Bay est l'exemple le plus connu. Si vous essayez d'aller sur ce site historique de partage de fichiers audio et vidéo, il y a beaucoup d'ISP, beaucoup de fournisseurs internet qui vous renvoient un faux nom, enfin une fausse adresse IP pour que vous ne puissiez pas atteindre ce site web là. Le trafic étant clair également, ça se passe par UDP. Donc pour plus de sécurité, la communauté a développé il y a quelques années DNS sur TLS et puis DNS sur HTTPS. Donc au lieu d'utiliser UDP comme moyen de transport entre votre client, donc votre laptop, votre serveur et le résolveur DNS, le serveur DNS, eh bien au lieu d'utiliser UDP, on ouvre une connexion HTTPS avec authentification par certificat, exactement comme un navigateur le fait quand vous naviguez sur un site web là. Eh bien Route 53, les résolveurs de DNS de Route 53 supportent maintenant DNS sur HTTPS. C'est mon collègue Danilo qui a écrit le blog post, ça date du 20 décembre. Il vous guide comme d'habitude dans les blocs d'annonces par la main pour vous montrer comment configurer ça dans la console. C'est pas très compliqué, hein. Il suffit de configurer son endpoint et vous recevez une adresse DNS que vous pouvez donner ensuite à vos clients DNS pour les configurer, pour qu'ils fassent leur résolution DNS sur HTTPS. Par curiosité, j'ai été voir pour préparer cet épisode de podcast comment configurer un client Ubuntu ou Linux par exemple pour faire du DNS sur HTTPS. C'est un poil plus compliqué que configurer le serveur. Je dois vous avouer que la liste de manipulations à faire est un peu plus longue que côté Route 53. Enfin bon, c'est à faire qu'une seule fois et puis après vous récupérez cette configuration via des EMI ou des scripts qui l'appliqueront automatiquement à toute votre machine, à toutes vos machines. J'ai vu que les navigateurs supportent DNS sur HTTPS également. On peut configurer Firefox par exemple, c'est le seul que j'ai regardé parce que c'est celui que j'utilise, mais probablement que les autres supportent ça également, je vous laisse découvrir. Dans Firefox, vous allez dans les réglages réseau et vous pourrez trouver ainsi la configuration de DNS sur HTTP pour plus de sécurité et peut-être pour vous aider à rencontrer certains objectifs de conformité également, de compliance. Et puis rapidement, une nouvelle région, c'est la 33e région qui vous amène 3 zones de disponibilité en plus pour un total de 105 zones de disponibilité. Elle s'appelle CA West One, CA-West-One, c'est son nom d'API en anglais français correct, c'est AWS Canada West à Calgary, donc à l'ouest du Canada. C'est la 2e région au Canada. Il y en avait déjà une à l'est, mais maintenant il y en a une à l'ouest, ce qui permet à nos clients canadiens, et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter au Québec également, de pouvoir déployer des applications multi-régions tout en restant dans le pays pour des besoins de conformité de nouveau et d'atteindre ainsi les 5.9 de disponibilité, 99,999 puisque c'est pour atteindre ce chiffre-là, il faut déployer non pas sur plusieurs zones de disponibilité, mais bien sur plusieurs régions. Je vous ai écrit le blog post, je vous liste tous les services disponibles. Il y en a 70 qui ont été disponibles la première journée le 20 décembre. Il y en a qui ont été encore rajoutés depuis, donc il y a plus de 70 services qui sont disponibles sur cette région-là. Et pour une fois, j'ai pu écrire un blog post en anglais et en français, puisque quand on publie des informations pour le Canada, on les publie dans les 2 langues et c'est bien normal.
Voilà, c'est la fin de ce tout dernier épisode du podcast AWS en français de cette année. On enchaînera la semaine prochaine, si tout va bien. Je l'ai pas encore enregistré, c'est rare ça, que j'enregistre vraiment juste avant de publier. Mais donc je vous annonce pas ce que c'est, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait changer. Mais normalement, ça sera le retour d'expérience d'un client qui a un site internet bien connu et très très visité. Et on parlera de leur architecture ensemble. Ça sera vendredi prochain. De tête, c'est le 5 janvier et ça sera l'épisode 199 et on va fêter d'ailleurs en 2024 le 200e épisode du podcast et les 5 ans d'existence du podcast AWS en français. Merci à vous pour votre fidélité de nous avoir suivis et suivis depuis le début. Rendez-vous la semaine prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Rendez-vous la semaine prochaine vendredi et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.